l'invité de la matinale sur La Première. Oui, la première partie avec notre invité. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Daniel Cornaille, le président du Conseil économique, social et environnemental. Première partie avec les questions de Valérie Jonot. Bonjour Bruno, Valérie. Bonjour Daniel Cornaille. Bonjour. Daniel Cornaille, vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental en Nouvelle-Calédonie. Vous exercez ce mandat depuis environ 2 ans et demi. Alors ce matin, les conseillers de l'institution consultative qui est issue de l'accord de Nouméa vont être réunis à la province sud pour 4 textes liés à la réforme de la santé, à la TGC, à la formation des prix du carburant. Vous allez plancher avec vos collègues notamment sur la partie gouvernance du plan DOCAMO. Elle comprend par exemple l'évolution de la CAFAT vers un établissement administratif public, la suppression de l'agence sanitaire et sociale. Sur ces aspects-là très concrets finalement de la gouvernance du plan DOCAMO, comment vont se positionner les 41 conseillers du CESE? C'est un peu tôt pour le dire? Moi, je ne suis pas Madame Soleil, mais bon, c'est un sujet aussi qui est important. Nous avons eu des débats lors de la commission. Évidemment, il y a des avis qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, on espère que tout ça va déboucher sur un avis qui va aider les politiques à avoir une idée bien claire sur la question et qui pourront voter en toute connaissance de cause au Congrès très prochainement. En cas d'avis négatif, est-ce que ça, finalement, freine la marche du texte ou pas du tout? Oui, ça peut effectivement freiner la marche du texte, puisque si c'est négatif, normalement, des amendements doivent être prévus et déposés, de manière à ce que le texte corresponde un petit peu à la volonté d'être au plus près des désirs de la population. Donc, il faut faire des lois qui puissent impacter un minimum la vie au quotidien de nos concitoyens. Et quel est votre rôle là-dedans? Vous établissez un calendrier des projets de loi de délibération, des projets de délibération à étudier, ou vous allez plutôt tenter de concilier les différents conseillers qui sont présents au sein de cette institution? Nous, écoutez, c'est un peu différent. Les autorités habilitées à saisir nous disent voilà, il y a un projet de loi qui est prévu. Vous devez donc, c'est prévu par la loi organique, auditionner les personnes qui vont être impactées par cette loi. Nous invitons donc les personnes les plus proches de cette loi à venir nous donner leur avis sur ce qui va se passer. Par exemple, là, très concrètement, sur le plan DOCAMO, c'est qui vient? Vous avez les agences qui sont en charge de la santé, et puis vous avez toutes les professions qui vivent ou qui travaillent dans la santé, qui viennent un petit peu de nous dire ce qu'ils pensent des différents articles du projet de loi. À l'issue de ces auditions, nous établissons une synthèse et qui débouche sur un avis qui est voté par l'ensemble des conseillers de la commission. Et ensuite, c'est validé et par le bureau du CESE et ensuite par les 41 membres du Conseil économique, social et environnemental lors d'une séance plénière. Et ça sera le cas, par exemple, aujourd'hui, pour 4 sujets que vous venez d'évoquer. Ça veut dire qu'on a déjà une idée de ce qui va se passer. Alors, par exemple, sur le plan de gouvernance de DOCAMO, l'avis, ça sera comment? Écoutez, je peux pas vous le donner puisque ça n'a pas encore été voté. Mais si vous voulez, les débats qui vont avoir lieu aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent défendre ce plan, cette gouvernance, et puis qui avec leurs arguments, vont essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et les conseillers, en toute connaissance de cause, donneront leur avis par un vote qui sera soit favorable, soit réservé, soit défavorable. Autre texte sur lequel vous allez travailler ce matin, il est relatif à l'application de la TGC, la taxe générale à la consommation. Elle doit entrer en vigueur à taux plein au 1er octobre de cette année. Là encore, est-ce qu'il y a débat sur cette taxe qui doit normalement simplifier finalement la vie économique, mais qui, on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, provoque de nombreuses réactions au sein des organisations, par exemple patronales? Oui, effectivement, c'est un sujet extrêmement sensible. D'un côté, vous avez le gouvernement qui souhaiterait que la vie chère ne soit plus qu'un lointain souvenir, donc faire baisser les prix grâce à cette TGC. Et de l'autre, les patrons qui s'inquiètent justement de l'effet inflationniste d'une part, et puis le fait d'encadrer les prix, ça va déclencher de gros problèmes chez certains. Et tout ça, c'est parce qu'il y a eu quelques dérapages
c'est une minorité qui a exagéré au niveau des prix, mais tout le monde est impacté maintenant, tous ceux qui sont entrepreneurs ou commerçants. Et donc, il faut trouver un juste milieu de manière à ce que les prix ne s'envolent pas et que d'un autre côté, on préserve tous ceux qui travaillent et qui ont investi sur le territoire dans des commerces ou dans d'autres secteurs, mais économiques. Vous y croyez, vous, justement, à cette simplification? Vous êtes aussi quand même dans cette société économique de manière personnelle. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. Il faudra voir les points qui ne fonctionnent pas et puis réagir et changer quelques bricoles, Ouais, il faut de toute façon simplifier un maximum tout ça, et je pense qu'on va dans le bon sens, mais évidemment, ça ne se passe pas sans heurts. Quels sont les freins aujourd'hui à cette application à taux plein de la TGC pour rappel? C'est surtout la peur chez certains, enfin chez beaucoup, de voir les prix s'envoler, ou alors le fait d'encadrer, je vous disais, les prix de certains produits, voir les petits commerçants, par exemple, se retrouver en situation très difficile. Nous sommes dans une situation déjà de crise économique. Beaucoup ont de grandes difficultés à honorer leur retraite et à payer leur personnel. Donc, beaucoup ont peur justement que ça soit la petite goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Mais bon, d'un autre côté, le gouvernement nous dit qu'il faut absolument lutter contre la hausse des prix. Il faut absolument que la grande partie de la population puisse vivre décemment dans ce pays. Donc, il faut encadrer les prix de manière à ce que cette chose-là ne se passe pas. Alors la CPME, qui est représentée au sein du CESE, parle d'une taxe qui défavorisera, je cite, la production, et estime qu'il faut nous donner le temps nécessaire pour réunir les préalables indispensables à la réussite de cette réforme. Est-ce que la Confédération des petites et moyennes entreprises influe sur la vie générale au sein du Conseil ? C'est-à-dire que lorsque vous auditionnez la CPME, il est bien évident qu'ils présentent leurs arguments et que ça influe un petit peu la vie des conseillers présents à ce moment-là. C'est normal, chacun défend son bout de gras. Mais bon, à la sortie, il y a toujours un consensus et j'espère que tout le monde trouvera une solution intermédiaire qui permette à chacun de voir le jour. Le travail de lobbying, il est très présent ou il est peu présent au sein de l'institution? Ben oui, ça existe, bien évidemment. Et comment on fait pour s'en débarrasser ou pour l'éloigner? Non, mais vous ne vous débarrassez pas du lobbying. C'est simplement que les arguments présentés des uns et des autres alimentent un petit peu votre réflexion, et à la sortie, les conseillers prennent une décision en fonction de ce qu'ils ont entendu et puis de la réalité du terrain. Alors on le sait, le CESE rend donc des avis. Est-ce que généralement ces avis sont entendus au Congrès, aux provinces, au gouvernement qui vous ont demandé donc un avis pour consultation, on le rappelle? Entendu, oui. Suivi, non. Très, très rarement, puisque à la sortie, c'est quand même le Congrès qui décide par un vote de ses membres. Mais en tout état de cause, le travail de fond qui est réalisé par le CESE sert à alimenter le débat au sein de la commission du Congrès dans un premier temps et au Congrès tout court le jour du vote. Donc on a tout intérêt à faire un travail intéressant de manière à ce que l'on dit puisse être entendu et influe un petit peu sur le vote final. Vous avez aussi été récemment saisi, ou en tous les cas, on vous a demandé votre avis sur la charte des valeurs qui a été adoptée en avril, comité des signataires par le G10 au sein du groupe sur le chemin de l'avenir. Sur ces réserves-là, est-ce qu'elles ont été entendues un peu, pas du tout? A priori, oui, un petit peu, je crois, au niveau des droits des femmes, par exemple. Alors, c'était le droit des femmes, on le précise, à l'IVG, c'est bien ça? Oui, c'était ça, mais nous, on a été très ennuyés parce que, bon, d'abord, on a remercié le haut-commissaire de nous avoir saisis sur ce sujet, mais c'est quand même un sujet éminemment politique. Donc, notre institution est apolitique, donc on essaie d'être très prudent dans ce genre d'avis, et on a répondu. C'était un petit peu réservé sur certains points, mais bon, les conseillers ont fait le maximum pour que nous ne soyons pas accusés de favoritisme ou de favoriser tel ou tel parti. Et sur la notion de consensus, le Conseil avait émis une remarque. Le consensus peut être privilégié par rapport à la démocratie du futur. Ce texte a finalement changé? Non, je ne pense pas qu'il ait changé. Un regret du coup?
Ben, oui, on a toujours un petit peu de regret parce que le travail est réalisé d'une manière sérieuse par beaucoup de personnes et puis lorsque votre avis n'est pas suivi, c'est toujours un petit peu une déception. Mais nous sommes habitués à ce genre de choses et on fait le maximum pour que justement, même si l'avis n'est pas suivi, que les recommandations soient entendues. Alors, une précision, hein, c'était le consensus ne peut être privilégié par rapport à la démocratie du futur. C'était donc l'avis du CESE. Merci Daniel Cornaille d'être avec nous ce matin, invité de la matinale pour cette première partie en radio. Voilà. Et on vous retrouve, Daniel Cornaille, tout à l'heure à partir de 7h06, vous aussi, Valérie. 7h06, 7h16, vos questions, mesdames et messieurs, nous les attendons comme chaque matin au 258, 258. Quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité. L'invité de la matinale sur la première. Daniel Cornaille, le président du Conseil économique, social et environnemental, est avec nous pour cette deuxième partie. Le standard est ouvert, ça y est, pour 10 minutes à partir de maintenant, le 258 258. Et s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour nous téléphoner et poser vos questions. Valérie Jonot. Oui, alors nous sommes en compagnie de Daniel Cornaille, vous l'avez dit, hein, Bruno, parce que ce matin, les conseillers de cette institution consultative seront réunis à la province sud pour 4 textes, des textes liés à la réforme de la santé, à la TGC et à la formation des prix du carburant. Sur ces prix du carburant, Daniel Cornaille, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On toilette finalement la formation des prix, on change un peu la donne? Oui, il y a une nouvelle règle pour calculer la structure des prix, mais je ne pense pas, ce qui intéresse surtout les auditeurs, que le prix à la pompe va changer à cause de cette nouvelle façon de calculer. Par contre, nous sommes toujours assujettis au prix du baril et c'est surtout ça qu'il faut suivre. Si le prix du baril augmente à l'échelon international, il est évident qu'à la pompe, ça augmentera. Mais au niveau des taxes perçues à Nouméa, il n'y aura pas de changement. Et donc à la pompe, si tout se passe bien, le prix n'augmentera pas. Il est 7h08, on va partir au standard si vous le voulez bien, Valérie et Daniel. On retrouve Alfred qui a composé notre numéro de téléphone. Bonjour Alfred. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien les amis? Oui, ça va très bien, nous vous écoutons Alfred. Oui, voilà, pour monsieur Cornaille, conseil économique et social, c'est une bonne chose. Maintenant, je veux savoir qui figure, comment ça tourne, parce que apparemment, il disait que c'est des associations qui sont à l'intérieur. Bon, moi, je suis aussi président d'association, et puis voilà, on a notre mot à dire aussi, mais comment ils tournent, comment ils sont payés, ils sont payés par qui? Alfred, vous êtes, bonjour Alfred, vous êtes dans quelle association précisément? Moi, je suis président de l'association Le Front Populaire Calédonien. Oui, j'ai un projet de société qui a l'approbation de M. Macron, une souveraineté dans la souveraineté. Voilà, j'ai reçu son courrier. D'accord. Alors, merci. Merci Alfred. En fait, ce que vous voulez savoir, c'est comment fonctionne le Conseil économique, social et environnemental, qui le compose et comment sont nommées les personnes, etc. Merci Alfred. Daniel Cornaille vous répond. Oui, justement, le Conseil économique, social et environnemental est en place justement pour donner la parole à la société civile organisée. Donc, comme Alfred, les associations ont leur mot à dire lorsqu'il y a un projet de loi. Ça leur permet justement de s'exprimer et de dire ce qu'ils en pensent. Et ça nous permet, nous, de faire des recommandations pour que le gouvernement tienne compte justement de l'avis de tous ces gens qui travaillent, qui organisent la vie au quotidien sur la Nouvelle-Calédonie. La société civile, à travers ces associations, elle est représentée très concrètement par combien de membres au sein de l'institution? Il y a 41 conseillers. Absolument. Combien de postes pour les associations? Il y a une grosse majorité pour les associations, à côté Combien 20 Une bonne trentaine. Vous avez les syndicats qui sont représentés, vous avez le syndicat des patrons, le syndicat des petites et moyennes entreprises, etc. Mais les associations, on va dire, de la vie de tous les jours. L'association environnementale, le PLP, vous avez l'UFC Que Choisir, vous avez les pêcheurs d'UVA, vous avez je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a... Il y en a beaucoup, mais elles reflètent le tissu de la société civile. Bon, les associations qui sont nommées sont nommées par les politiciens. C'est pas nous qui nommons, nous avons les représentants qui viennent composer les 41 membres, enfin
le comité, le CESE, c'est ce qu'on appelle le CESE, mais on essaie justement de faire en sorte que toutes les personnes qui vivent sur ce territoire puissent avoir des relais pour faire passer leurs idées. Votre avis est consultatif, on est bien d'accord? Absolument. Vous êtes consulté sur tous les sujets ou vous devez vous saisir vous-même On peut s'autosaisir. Oui. On peut s'autosaisir. Par exemple, actuellement, on travaille sur la simplification administrative. On travaille aussi sur l'érosion du littoral. Ça, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Vous avez dû constater qu'avec le réchauffement de la planète, les eaux ont tendance à monter. Et par exemple, sur la côte Est et aux îles, il y a beaucoup d'endroits où le littoral est attaqué. Et on essaie justement d'anticiper le déplacement de certaines populations vers des lieux plus sûrs. Et comment, par exemple? Eh bien justement, en faisant des recommandations, en allant sur le terrain, en regardant ce qu'il convient de faire et on interpelle... Ça veut dire que vous êtes allé à Touault, vous êtes allé à Ouvéa voir... Oui, voilà. Et là, on va aller à Point-Dimier prochainement, justement, pour un petit peu voir ce qui se passe sur la côte Est, de manière à ce que les populations sachent qu'il y a des risques dans certains endroits et qu'il faut d'ores et déjà penser peut-être à les déplacer. Je rappelle le numéro de téléphone du standard, le 258-258, si vous souhaitez poser une question à notre invité Daniel Cornaille. On s'en souvient, vous avez reçu Daniel Cornaille il y a 2 ans et demi de ça, quand vous aviez pris la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que vous avez le sentiment, après 2 ans et demi donc à la présidence, d'avoir fait bouger les lignes, d'avoir fait changer les choses un petit peu ? Oui, je pense que notre rôle est reconnu par ceux qui nous gouvernent, puisque nous avons très fréquemment la visite des ministres, entre guillemets, de ceux qui sont en charge de tel ou tel sujet. Et le président du gouvernement, M. Germain, vient régulièrement défendre ces projets de loi. Et c'est une très bonne chose, puisque même si notre avis n'est pas suivi au final, il alimente le débat. Les gens du gouvernement viennent nous voir et on en discute et ils écoutent un petit peu la société civile. Il y a un petit peu de frustration parfois ou pas? Ah ben oui, c'est évident. Lorsque vous avez travaillé pendant des semaines sur un sujet et que vous constatez que l'avis n'a pas été suivi, vous êtes évidemment déçu. C'est quoi la déception la plus importante que vous ayez La connue? déception, c'est que souvent les recommandations sont très pertinentes et qu'il serait bon d'en tenir compte. Mais on sait que lors du débat au Congrès ou à la commission du Congrès, les gens de l'opposition souvent en profitent pour interpeller ceux qui nous gouvernent. On repart au standard avec Pierre qui a composé lui aussi notre numéro. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu, on vous écoute. Ma question, c'était sur la composition du CESE. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de plus associer les associations de jeunes ou d'étudiants dans la composition du CESE sur la réflexion de la société? Merci Pierre pour votre question. Daniel Cornaille vous répond. Oui, il a tout à fait raison. C'est d'ailleurs prévu pour la prochaine mandature, puisque en France, ils ont déjà commencé à intégrer les moins de 30 ans dans la composition des CESER. Là-bas, ça s'appelle les CESER, parce que c'est régionaux, ce sont les comités consultatifs régionaux. Et il est évident que les jeunes peuvent apporter beaucoup à ce genre d'institutions, puisqu'ils ont une idée et une vision qui est souvent différente de ceux qui ont un peu plus de 50 piges, on va dire. Et on est dans une société très jeune, c'est dommage que cette frange de la population ne soit pas représentée. Ils sont représentés, il y a quand même des jeunes, il n'y a pas que des vieux. Mais vers quel type finalement de structure vous irez pour les jeunes? Associatives, étudiantes, est-ce que vous savez déjà où c'est un petit peu tôt? Je pense que les étudiants seront concernés, bien évidemment, et puis des associations gérées par des jeunes, mais les associations, c'est difficile, c'est le représentant de l'association que nous avons. Si l'association nomme un jeune, tant mieux. Si c'est une personne bien mûre, c'est comme ça. On n'y peut rien. Nous, on ne peut pas intervenir. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez le sentiment, l'impression d'avoir fait bouger les lignes. Vous nous avez fait part de ce sentiment. Par contre, on se rend compte que le prix de la vie n'a pas forcément baissé en Nouvelle-Calédonie ces dernières années. Au contraire, malgré votre travail et le travail du gouvernement et de tous ceux qui œuvrent dans la matière. Sur le prix de la vie, ce n'est pas notre spécialité. Nous, on constate les projets de loi de pays et puis on essaie d'y apporter quelque chose à travers les réflexions de la société civile, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui investissent, ceux qui travaillent au quotidien. Mais je pense que toute cette discussion permanente entre les uns et les autres fait avancer les choses et il y a une prise de conscience qu'il faut absolument que tout le monde puisse s'en sortir pour que nous puissions vivre heureux sur ce beau pays.
Une question à présent, Daniel Cornaille, une question d'actualité comme citoyen averti. La SLN a annoncé cette semaine que le centre minier de Kouawa allait fermer avec du chômage partiel attendu. Est-ce que cette situation à Kouawa, village minier par excellence, est regardée avec une attention particulière par les conseillers du CESE? Absolument, c'est un sujet extrêmement sensible et nous déplorons quand on en arrive à de telles extrémités. Et ça tombe d'autant mieux que nous avions hier M. Max Fouché qui était auditionné dans le cadre d'une autosaisine sur les mines et plus particulièrement sur l'exportation des minerais à basse teneur. Et il nous disait justement que la fermeture de Kouawa allait avoir des conséquences énormes et sur la côte Est, mais aussi sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, puisque si vous avez 400 familles qui perdent leur emploi, en cascade, il y a énormément de personnes qui sont impactées. Et vraiment, il faut trouver une solution. Nous, en tant que Calédoniens, on souhaite ardemment que les populations locales aient leur mot à dire. C'est tout à fait normal, elles sont chez elles là-bas. Et puis que la société qui investit et qui crée la richesse puisse aussi continuer à bosser. Après, ce sont les politiques et les coutumiers qui régleront le problème sur place. Donc en un mot, c'est écoute, dialogue, solution? Absolument, c'est la seule solution de toute façon dans tous les domaines en Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs d'ailleurs. Daniel Cornaille, la société calédonienne a ses mots comme toutes les sociétés, disparités sociales importantes, conduite addictive, délinquance des mineurs en hausse. Comment le CESE peut être véritable acteur sur ces dossiers? Déjà, nous avons eu à traiter les saisines qui nous ont été présentées concernant l'alcoolisme, l'insécurité. Et là aussi, on essaie d'apporter des solutions, mais ça, c'est la société civile qui émet des recommandations, des suggestions. Et ensuite, c'est aux politiques de trouver les bonnes formules pour que toutes ces choses-là s'améliorent. Aujourd'hui, on voit juste dans les nouvelles, dans le journal, que finalement, depuis la hausse du prix de l'alcool, la consommation a diminué. En un mot, bonne chose, ou vous attendez de voir pour avoir peut-être un peu plus de recul sur ces chiffres? Je pense qu'il faut attendre un petit peu, mais c'est sûr que moins il y aura d'alcool consommé, moins il y aura d'accidents, moins il y aura de malades. Daniel Cornaille, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de la matinale radio ce matin. Merci Daniel. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Valérie.